le panel 7, nos forces de sécurité face aux gangs armés, et qui sera modéré par Franklin Benjamin, professeur d'université à l'Université d'État et à Kiskeya. Merci, bon panel et surtout, faites attention au temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Jasmin. Donc, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce panel et qui va réfléchir sur les rapports des forces de sécurité et de protection du territoire et face au phénomène de prolifération des gangs armés et dans le pays. On peut dire qu'une partie de cette problématique a été débattue hier, notamment avec les représentants du chef de la police, M. Aurelius, et le général des forces armées d'Haïti, et aussi le responsable de la police au niveau du BINU. Et il a été souligné que les réponses apportées aux questions concernant les ressources, les capacités d'intervention, les équipements, la suffisance ou l'insuffisance des contingents, cette discussion n'ont pas été très rassurantes. Et donc, c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, les deux intervenants, malheureusement, comme souligné par M. Jasmin et M. Soukar, a un empêchement, il ne pourra pas nous rejoindre, que nous allons discuter avec M. Mario André-Sol, ancien directeur de la police, et M. Ashley Arak, ancien membre des forces armées d'Haïti, de sécurité et de protection du territoire face aux gangs armés. Et donc, pour faire une courte présentation de M. Mario André-Sol, qui interviendra en premier, et il est ancien officier de l'armée d'infanterie et ancien commandant en chef de la police nationale d'Haïti. Il est aujourd'hui PDG d'un cabinet de conseil en sécurité, stratégie et défense. Monsieur André-Sol a reçu une formation au niveau de l'Académie militaire avant de voyager dans plusieurs pays du monde, dont les États-Unis et la France, pour des formations complémentaires. Monsieur Larac est membre des forces armées d'Haïti, et corps des léopards, unité tactique et anti-guérilla urbaine. Il est aussi spécialiste dans les questions de sécurité et de dressage. Il est membre fondateur de l'association Espoir Haïti et aussi membre du groupe des citoyens concernés et groupe de surveillance citoyenne qu'il a collègues. M. Larac a reçu des formations en sécurité et dans plusieurs pays occidentaux et actuellement, il est membre de partis politiques et milite au niveau de la société civile. Donc voilà, et pour la présentation de nos deux intervenants. Donc je passe donc la parole en premier lieu à M. André-Sol qui va nous entretenir autour de ce thème, une force de sécurité face aux gangs armés. M. André-Sol, vous avez la parole. Merci, professeur, et bonjour à tout le monde. Et effectivement, nous faisons partie du panel et avons-nous besoin d'une force étrangère pour résoudre le problème de sécurité. Comme nous le savons tous, Haïti est un pays en crise de gouvernabilité chronique, sur fond d'insécurité généralisée, avec des institutions défaillantes. Haïti connaît depuis quelque temps des épisodes de violence sans précédent, œuvre d'un ensemble de gangs armés qui déstabilisent le fonctionnement normal des institutions républicaines et des activités sociales et économiques du pays. Bien que les problèmes de sécurité aient commencé à devenir une priorité de la préoccupation des autorités et des citoyens à partir des événements politiques de 2004, ces problèmes de sécurité, disons-nous, se sont aggravés de manière drastique à partir de 2018 sous l'effet de 4 phénomènes inédits. 1. La prolifération des gangs armés. 2. La radicalisation de la violence criminelle.
3, la sanctuarisation de leur zone de repli. 4, l'assimilation d'une vaste partie de la zone métropolitaine de l'Ouest. Pour ce qui a trait aux gangs armés, à la prolifération des gangs armés, selon une estimation des Nations Unies, le nombre de gangs armés actifs à travers tout le pays était environ d'une trentaine entre 2004 et 2007. Ce nombre se situe depuis 2019 entre 160 et 190, dont 94 évoluant uniquement dans la zone métropolitaine de l'Ouest. Les gangs armés recouraient à la violence seulement de manière occasionnelle. Là, c'est pour parler du deuxième phénomène qui est la radicalisation de la violence criminelle. Les gangs armés recouraient à la violence seulement de manière occasionnelle ou ciblée et évitaient d'affronter la police. Mais depuis l'échec de l'intervention de la PNH à Grand Ravine en novembre 2018, ces gangs ont commencé non seulement à exercer une violence de nature prédatrice vis-à-vis des membres de la population, mais se permettent aussi de plus en plus d'attaquer frontalement les forces de l'ordre. Cette radicalisation de la violence des gangs s'explique bien entendu par l'accès de ces derniers à des armes de grand calibre, mais aussi par le sentiment de rejet qu'ils éprouvent vis-à-vis de la société et des autres gangs armés adverses, les portant à employer une stratégie de lutte armée d'anéantissement. À preuve, alors que l'année 2018 s'était achevée sur 698 cas d'assassinat et 47 cas de kidnapping, les agences nationales et internationales ont recensé pour 2022 2183 cas d'homicide et 1359 cas de kidnapping. C'est pour vous dire comment les gangs se sont radicalisés. Le troisième phénomène, c'est la sanctuarisation de leurs zones de repli. Baptisés dans la langue vernaculaire de zones de non-droit, ces territoires contrôlés par les gangs armés deviennent de plus en plus des places fortes, inaccessibles aux forces de l'ordre, ce qui encourage ces groupes à se transformer progressivement en gangs territoriaux, revendiquant le contrôle exclusif sur ces zones. Cette sanctuarisation de ces zones de repli, associée à des pratiques magiques censées protéger les membres de ces gangs contre les balles de la police, confère à ces derniers un fort sentiment d'invincibilité qui les rend encore plus hardis face aux forces de l'ordre. Et tellement plus hardis qu'ils ont assimilé une vaste partie de la zone métropolitaine de l'Ouest. Donc, ça nous conduit au troisième phénomène qui est l'assimilation d'une vaste partie de la zone métropolitaine de l'Ouest. Si avant les gangs armés localisés dans les principales communes de Port-au-Prince restaient confinés dans leur zone de repli, quitte à procéder à des débordements épisodiques sur les grands axes routiers afin de détourner des camions de marchandises ou pour commettre d'autres crimes tels des enlèvements, à partir du milieu de l'année 2021, ils se sont lancés dans une stratégie d'assimilation de nouveaux espaces de ressources à la faveur des guerres de territoire entre gangs et surtout des déficits de performance de la PNH dans la lutte anti-gang. Ainsi, non seulement la plupart des espaces classés dans le temps comme zones grises sont tombés sous le contrôle de ces gangs, de nombreux espaces considérés par tradition comme étant des zones vertes subissent aujourd'hui de manière continue les assauts répétés de ces gangs. Ce qui revient à dire que la capitale est aujourd'hui assiégée par les gangs armés. Mais comment faire face à ce problème et comment est-on arrivé là?
Mais il faut d'abord comprendre la nature de la crise sécuritaire. Tout le monde parle de sécurité, mais finalement, sans cerner vraiment la problématique. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous faisons face à une crise sécuritaire qui a au moins 4 dimensions. Une dimension de sécurité nationale, une dimension de sécurité publique, une dimension de sécurité humaine et une dimension de sécurité sociétale. Pour faire court, c'est quoi la sécurité nationale? Ça consiste en quoi? La sécurité nationale, ce sont des situations militaires. Ça réfère à des situations militaires et non militaires qui peuvent porter atteinte à l'indépendance, à la souveraineté nationale, à la stabilité de l'ordre démocratique et républicain et à la postérité économique de la République. Donc, on les catégorise comme des menaces de niveau de défense. Alors que la sécurité publique, ce sont des menaces de sécurité dites de niveau judiciaire, c'est-à-dire tous les problèmes ayant trait aux menaces criminelles traditionnelles contre les vies et les biens des citoyens ou contre l'ordre public. C'est très important de situer ce que c'est et de définir sécurité nationale et sécurité publique dans la mesure où nos problèmes de sécurité aujourd'hui se réfèrent essentiellement à ça. Il y a aussi une dimension de sécurité humaine qui consiste des menaces non criminelles et non militaires. Et la sécurité sociétale, qui portent des problèmes qui portent atteinte, tous les problèmes qui sont susceptibles de porter atteinte au caractère identitaire ou existentialiste d'une communauté. Donc, nous allons seulement nous concentrer sur cet aspect sur les 2 aspects de la sécurité nationale et de la sécurité publique. Donc, à partir de là, nous comprenons que nous avons une force de police qui a été entraînée pour faire face aux menaces de sécurité publique. Donc, les menaces de sécurité antérieures qui parlent de situation militaire et non militaire, ça réfère à une autre institution qui s'appelle l'armée, par exemple. Nous avons ces 2 entités, la police et l'armée, mais je trouve qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à nous sortir de la spirale de violence et du climat de terreur imposé par l'État. Et comme de fait, pour beaucoup d'observateurs nationaux et internationaux, la police nationale haïtienne aujourd'hui ne peut plus assurer sa mission de gestion de l'ordre et de la sécurité. Et c'est dans un tel contexte qu'on se pose la question, bien entendu, avons-nous besoin d'une force étrangère en Haïti pour nous aider à résoudre le problème de sécurité? Cela dit, face aux incertitudes entourant la mise en œuvre de l'assistance sécuritaire technique et opérationnelle internationale en faveur d'Haïti, comme l'avait sollicité le gouvernement, donc on peut imaginer plusieurs scénarios qui pourraient nous aider à sortir de cette spirale, ou du moins à réduire la violence des gangs armés et par voie de conséquences à améliorer la situation sécuritaire. Donc, on ne peut pas répondre à une question si controversée directement, mais je vous propose des pistes de solutions ou bien des suggestions, quoi. C'est-à-dire, on peut imaginer un scénario sans l'assistance étrangère, mais aussi avec l'implication des citoyens. Donc, cette approche-là a ses avantages et ses inconvénients. Et si nous prenons le premier scénario, sans assistance étrangère et avec l'implication des citoyens, ça donne tout droit. Donc, il nous faudra penser à une stratégie d'opérationnalisation. Comment rendre opérationnel une telle approche? Donc, d'abord, on va définir ce qu'on appelle des zones de sécurité. Et vu qu'il est aujourd'hui difficile de procéder à un confinement classique des gangs dans leurs zones de repli respectives, en raison de leur extension et dispersion sur une vaste partie de la région métropolitaine, il serait stratégiquement plus approprié de diviser d'abord la capitale en 3 zones de sécurité en fonction du degré de menace qu'elle représente, à savoir des zones dites à haut risque,
des zones qui sont en transition et des zones résidentielles. Ainsi, à partir de la stratégie du cercle extensible, les forces de sécurité renforcées par les personnels mobilisés pourront procéder à un nettoyage progressif de tout l'espace métropolitain à partir d'une dynamique extensible. Au terme de cette première phase de la stratégie visant à repousser les bandits armés d'abord vers les zones périphériques, puis vers leurs zones de repli, les forces de sécurité pourront ensuite passer à la deuxième phase de la stratégie, qui est de procéder à leur confinement stratégique en attendant l'opportunité de mettre en œuvre la troisième phase, qui est d'investir ces zones de repli pour les neutraliser et détruire leurs infrastructures criminelles. Donc pour cela, il nous faudra la constitution d'une force d'intervention hybride. Et puisque les unités spécialisées de la PNH ne peuvent pas à elles seules soutenir les mesures offensives contre les groupes armés, ces dernières pourraient être renforcées du point de vue quantitatif et qualitatif par les membres des forces armées d'Haïti et les personnels militaires mobilisés pour constituer une solide force de frappe anti-gang. Cette force d'opération hybride pourrait ainsi, dans un premier temps, intervenir dans les zones dites à haut risque, puis dans les zones de repli. Donc, cette approche a ses inconvénients, mais aussi a ses avantages. Et il se trouve que, bien entendu, vu les problèmes traversés par les institutions préposées chargées de combattre l'insécurité et l'état de nos forces, donc il pourrait qu'il ne soit pas, que nous n'arrivons pas justement à au moins et mettre de manière effective et efficace cette approche. Mais vous est-il que c'est un scénario qu'on peut envisager dans la mesure où on ne peut pas s'attendre à une intervention étrangère pour nous aider à nous sortir de cette spirale de violence. Maintenant, j'ai parlé aussi tout à l'heure du scénario qui disait sans assistance étrangère, je viens d'élaborer dessus, et avec l'implication de la population. Donc, si on veut introduire les citoyens dans la production de la sécurité, donc il faudra une stratégie de mobilisation citoyenne. Et c'est une question de momentum aussi. Et nous pensons qu'il s'agit ici de faire appel à toutes les expertises disponibles en matière militaire, tant au niveau local qu'au niveau de la diaspora, et de mobiliser tous les citoyens qui souhaitent contribuer aux efforts nationaux de lutte contre l'insécurité. Ainsi, à la faveur de la proclamation d'un régime d'exception sous forme d'état d'urgence sécuritaire ou d'état de siège, le gouvernement pourrait, sur la base des articles 4.4, 41.2, 43.1 et 43.2 du décret du 26 octobre 2015, portant organisation et fonctionnement du ministère de la Défense, mandater les forces armées d'Haïti à assurer le pilotage de cette mobilisation nationale de la société en faveur de la lutte contre les gangs armés. Et dans le souci d'assurer un partage de responsabilités, les organisations de la société civile pourraient servir de point de contact pour coordonner cette mobilisation des citoyens et de l'expertise militaire tant à l'intérieur du pays que dans la diaspora. Il est entendu que l'encadrement technique, la coordination stratégique et opérationnelle de ces personnels mobilisés seront assurés par l'état-major des forces armées d'Haïti. Pour cela, on devra établir des comités de vigie, sachant que la PNH ne peut ni assurer un contrôle efficace des quartiers, ni intervenir de manière rapide dans les zones résidentielles en cas de menace. Il conviendrait alors d'établir avec l'accompagnement et le contrôle des forces armées d'Haïti des comités de vigie. En devenant un système d'alerte et de défense locale formalisé, ces comités de vigie constitués par les résidents légalement armés permettront non seulement de renforcer le maillage territorial à des fins préventives, mais aussi de freiner le processus de contamination des zones résidentielles par les antennes ou des éléments de contact des gangs armés. Donc, si on établit des comités de vigie,
on doit aussi les contrôler. Donc, pour prévenir toute dérive ou détournement illicite de la fonction des comités de vigie, le contrôle de l'opportunité de leur action sera assuré également par les forces armées d'Haïti à travers le processus de validation de leurs ordres de mission. Cependant, pour ce qui est du contrôle de la légalité de leur action, ceci relèvera des commissaires du gouvernement, d'où l'intérêt pour leur substitut de maintenir un contact permanent avec le directoire de toutes les structures de sécurité citoyenne. Donc, moi, je pense que pour cette approche-là, nous avons le momentum. Nous sommes dans le momentum. Pour faire un clin d'œil au mouvement là, qui est en cours depuis avril dans la capitale haïtienne. Donc, nous venons de le voir et quel serait le scénario, les scénarios possibles avec sans assistance étrangère et avec l'implication et la participation des citoyens, ce que j'appelle moi une réponse citoyenne à l'insécurité. Maintenant, nous allons passer au deuxième scénario qui est avec l'assistance étrangère. Mais que pourrait prendre l'assistance étrangère, quelle forme pourrait prendre l'assistance étrangère pour Haïti dans le contexte actuel? L'assistance sécuritaire technique et opérationnelle internationale pourrait se traduire par une force de dissuasion qui n'aura pas pour mission de combattre directement les grandes armées, mais de les confiner dans leur zone de repli, de telle sorte que les unités spécialisées de la PNH puissent tour à tour les déloger sans crainte d'être débordées au moins des opérations. Cette force de dissuasion pourrait tout aussi bien fournir un support aérien et technologique sur le terrain. Les unités territoriales de la police pourront quadriller la zone métropolitaine pour permettre à la population de vaquer en toute quiétude à cette occupation. Donc, la durée de la mission de cette force de dissuasion pourrait aller au-delà de 2 ans, car elle aurait aussi en son sein des techniciens qui pourront, une fois les gangs neutralisés, aider les autorités à entamer le processus de reconfiguration de la gouvernance sécuritaire du pays et en même temps d'épurer les structures de sécurité. Et pour cela, il nous faudra faire preuve de créativité et d'ingénierie institutionnelle. Aussi, à la faveur de la réforme de la Constitution, nos autorités pourront penser à la création d'une entité destinée à optimiser et à coordonner les efforts des différents organismes de sécurité en matière notamment de renseignement et de mise en œuvre de plans intégrés de sécurité. Il pourrait aussi aider à une réforme en profondeur de la PNH qui aujourd'hui s'avère vraiment nécessaire dans la mesure où on sait que la police est traversée par des problèmes de gouvernance interne, des problèmes de discipline, il faut le dire. Et nous pensons qu'en ce des problèmes, à tort ou à raison, des policiers qui sont liés aux grandes armées. Donc, justement, dans le cadre d'une réforme, on pourrait justement au moins résoudre ce problème et permettre à la police de revenir dans le cadre légal et au respect des normes internes, des normes internes, des règlements intérieurs. Donc, on pourrait parler aussi de renforcement des forces armées d'Haïti, puisque aujourd'hui nous faisons face à un problème de sécurité nationale, de sécurité publique, sur laquelle est venu se greffer un problème de sécurité nationale. Il faudrait bien que nous ayons des institutions pour faire face à ces genres de menaces dans le futur. On ne peut pas tout le temps demander aux étrangers de venir nous résoudre le problème de faire de la police à notre place. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont réticents à venir nous aider justement à résoudre ces problèmes parce que ces problèmes seront justement, on va justement mettre sur leur responsabilité tout ce qui pourrait advenir pendant qu'ils sont sur le terrain. Donc, on ne peut pas demander à la communauté internationale, aux étrangers, de faire de la papousse à notre place. Ils pourront peut-être nous aider dans une certaine mesure, mais
faire de la police à notre place, comme pensent certains. Donc, ils pensent qu'avec une force internationale, on va distribuer des éléments qui vont prendre en charge les gangs armés. Ce n'est pas évident. Donc, il faut justement renforcer les institutions, les réformer au besoin, la PNH et éventuellement les forces armées d'Haïti. Et puisque nous parlons de réforme de la Constitution, donc il faudra penser justement à moyen ou à long terme à la fusion des deux forces. Si effectivement il y a toujours des problèmes de fonctionnement au niveau des forces armées d'Haïti et que jusqu'à présent on sent qu'il y a une réticence de la communauté internationale pour collaborer avec les forces armées d'Haïti, pourquoi pas Monsieur Adressol, il vous reste deux minutes. J'allais justement finir. Donc, pour parler brièvement du troisième scénario qui est un remake de 2004 avec un déploiement d'une force intérimaire sur le terrain qui viendrait nettoyer le terrain avant l'arrivée d'une mission onusienne. Donc, c'est ces trois scénarios-là qu'on peut envisager. Et pour au moins améliorer, résoudre les problèmes de sécurité auxquels nous sommes confrontés depuis plusieurs années. Merci beaucoup. Merci beaucoup, DG Adressol. Donc, je pense que, voilà, ça a été extrêmement intéressant et vous avez donné des pistes concrètes de solutions et pour faire face à la prolifération des gangs armés. Et donc, je rappellerai le fil de votre intervention rapidement. D'abord, vous avez fait un diagnostic de la question des gangs et de leur prolifération en Haïti ces dernières années. Donc, processus de radicalisation, d'augmentation, usage d'armes de gros calibre et sanctuarisation de leurs zones d'occupation, etc. Et vous avez aussi présenté la nature de la crise sécuritaire que vous avez décrit en 4 dimensions: dimension nationale, dimension publique, dimension humaine et enfin sociale, avant de présenter 3 scénarios de sécurité donc pouvant permettre de résoudre la question. Donc, scénario 1 est sans les implications, sans assistance étrangère, avec la participation de la population, évidemment. Et scénario 2, implication de création de comités, établissement de comités de vigie et sous contrôle des forces de l'ordre, etc. Et scénario 3, avec assistance étrangère, mais à travers une mission de renforcement et de dissuasion sur le terrain. Donc, je vous remercie pour cette excellente présentation. Maintenant, donc, nous passons la parole à M. Ashley Lara qui va nous parler des forces armées d'Haïti, dans la possibilité de jouer un rôle économique et de développement. M. Lara, vous avez la parole. Bonjour, bonjour, vous m'entendez bien là? Bonjour à tous, je suis très honoré d'être mis parmi un panel de personnes aussi érudites. Et je présente mes compliments à M. Marion Adressol qui a de manière très claire, très lucide, et fait un diagnostic et proposé des solutions auxquelles nous adhérons complètement. Et ce que je voudrais, ce serait compléter son intervention en parlant de l'aspect économique et de rentabilité économique de la mise en place de ces forces, parce que la plupart des gens sont un petit peu inquiets quand nous parlons de forces intérimaires d'une part et forces hybrides entre l'armée d'Haïti et la police nationale ou renforcement des structures de l'armée d'Haïti. Les gens y voient en général des débours financiers et dont Haïti ne peut pas se vanter d'en avoir les moyens aujourd'hui, théoriquement. Je voudrais vous rappeler que, enfin, entre autres, rien qu'une petite visite en République voisine nous permettrait de conclure
que même dans les cercles les plus mafieux, les représentants de ces regroupements mafieux-là ont l'échine moins courbe que que les nôtres ici. Ça veut dire que nous avons des interlocuteurs ou des vis-à-vis et face à l'international qui savent quoi demander. Et qu'en Haïti, nous avons cette pénurie de gens qui sont des décideurs en principe en poste et qui ne savent pas comment ou quoi demander ou qui consulter ici ou qui délibérément ne veulent pas le faire. Je vous rappellerai que le danger auquel nous faisons face, ou moins la crise, comme les gens se prêtent à le dire, n'a pas commencé hier, puisque dans les années 90, au début, il y a eu suffisamment de reportages et d'enquêtes menées qui faisaient état de l'existence de 50 000 enfants des rues à l'époque. Et personne, l'indifférence a été complète face à cette problématique des enfants des rues. Les techniciens ou les spécialistes qui s'en étaient occupés et qui ont démarché le problème n'ont jamais été écoutés, ni n'ont jamais eu la possibilité. Et je veux citer, par exemple, pour ne citer qu'une seule personne, le professeur Chéri, et qui connaît bien cette problématique-là. Et nous avons laissé grandir ces enfants dans les rues avec le désespoir que nous connaissons. Il est évident que le pays est en mode d'insécurité. Ça, je ne vais pas faire. Et ça a suffisamment été démontré par les intervenants précédents et nous sommes tous conscients que la situation dans laquelle nous nous trouvons est délicate et très dangereuse. Mais je tiens à vous rappeler aussi que nous sommes en danger écologique, en situation très précaire écologique. Nous avons énormément de risques sur nos installations stratégiques aussi. Et autant de risques sur notre patrimoine aujourd'hui, puisque sur les réseaux sociaux, il circule des informations vraies ou fausses, disant que même la citadelle La Ferrière serait en danger. Et nos rencontres avec les responsables de l'ISPAN nous ont permis de constater qu'effectivement, la prise en charge ou le contrôle ou la protection de l'espace et citadelle La Ferrière, entre autres, parmi les 50 autres sites et patrimoines que nous possédons, n'est pas garantie aujourd'hui. Donc, nous risquons de perdre ce patrimoine bâti qui représente une vraie fortune pour le pays, ne serait-ce qu'au point de vue touristique. Et il est important de savoir que le rôle des forces armées d'Haïti se situe là, précisément. Si nous prenons par exemple la République de Cuba, qui dans tout son patrimoine et bâti, son patrimoine militaire bâti, il a réintroduit des militaires pour non seulement assurer la protection de ce patrimoine-là, mais enfin, ils ont un rite, ils reprennent je dirais les rites touristiques, les rites de l'époque. Ça veut dire que la Fortaleza à La Havane, qui est l'un des sites touristiques les plus visités, ils ont une cérémonie faite par des militaires, mais habillés en tenue d'époque, pour le tir au canon à 6 heures du soir, et qui est vu par non seulement les Cubains, mais par tous les touristes. C'est payant. Donc, il y a une manière de rentabiliser ce genre de choses. Et si à la citadelle La Ferrière, nous avions des troupes, puisque j'y ai personnellement séjourné durant près de 30 jours avec une équipe de 120 personnes, et nous étions à l'aise. Donc, il n'y a aucun problème pour un espace qui contenait 250 ou 500 hommes de troupes à l'époque, ne puisse contenir un bataillon militaire aujourd'hui, et qui servirait de protection de toute la zone, non seulement du site lui-même, mais de toute la zone. Ça veut dire que l'air protégé qui entoure la citadelle serait normalement protégé par ces militaires, justement. Quand nous parlons de rentabilité, et pour éviter que des esprits erronés décident que la police et l'armée sont budgétivores, il faudrait qu'on regarde ce que font les pays d'à côté ou même les pays développés
qui ont l'air de ne pas concevoir l'existence d'une armée en Haïti. Il faudrait qu'on questionne aussi les intérêts géopolitiques du moment. Et puisque l'armée, quelles que soient ses déviances d'avant, doit être prise en charge par la population, enfin par la société elle-même, et toutes nos erreurs passées devraient nous servir comme butin de guerre aujourd'hui, puisque c'est à partir des erreurs passées qu'on devrait pouvoir et formuler des lois et des règlements pour les éviter et pour pouvoir utiliser les bons côtés maintenant pour construire quelque chose. Je voudrais signaler et à votre attention qu'un service de surveillance privé et pour ces sites, puisque c'est en général, c'est à ça qu'on se réfère, coûte à peu près $1,68 de l'heure, alors que le militaire, avec tout ce qu'il peut charrier, coûterait à peine $1 de l'heure. Donc 68 centimes en moins, et par heure, c'est pas peu de choses. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que l'institution militaire pour un travail à haute intensité de main-d'œuvre? Puisque quand on parle d'économie, il faut qu'on se mette d'accord sur le fait que tous les intervenants avant se sont accordés sur le fait que la situation économique est l'un des vecteurs les plus importants dans cette affaire insécurité. Donc, si nous voulons pallier et que nous voulons vraiment faire de l'apaisement social, quelle institution, à la place de l'armée, peut très rapidement contenir cette jeunesse qui est abandonnée? Même les institutions religieuses, l'armée du salut, requièrent cette discipline militaire pour pouvoir vulgariser ces enseignements. Donc, l'armée, enfin, pour ne pas effrayer les gens qui sont contre l'institution de l'armée parce qu'ils ont gardé en mémoire les déviances de certaines personnes dans l'institution. Ils doivent faire la différence entre certains dirigeants qui utilisent des institutions pour faire des déviances à leur fin personnelle et l'institution en elle-même. Il faudrait qu'on redonne à l'armée, comme à la police d'ailleurs, puisque avant l'armée était police aussi. Donc, si la séparation est correcte, donc il faudrait qu'on donne à ces institutions et ce qui leur revient de droit. L'armée c'est le pays, la nation est née de l'armée. Nous sommes, par définition, dans notre ADN, il y a l'armée. Si jamais nous voulons rentabiliser cette armée, nous voulons qu'elle soit productive, il faut qu'on pense à la moderniser. Je suis d'accord avec ceux qui pensaient qu'après l'intervention du général, qui n'a pas été concluant au point de vue espoir, qu'il faut, enfin, vous serez d'accord avec moi, qu'il va falloir moderniser cette armée et doter cette armée de personnes, de dirigeants et avec des esprits d'initiative pour pouvoir conférer à nos soldats ou à l'institution des fonctions un petit peu plus rentables. Et pour la question de déforestation, par exemple, si nous prenons que cet aspect-là, puisque nous sommes déjà en danger écologique. Je tiens à vous rappeler une chose, à vous souligner une chose, à votre attention, c'est que dans les années 80, il y a une étude qui a été faite par la USAID, qui a été conduite par la USAID, qui avait déterminé, avait prouvé que la mise en place de forêts écologiques, compte tenu que nous sommes un pays montagneux, et la mise en place de forêts énergétiques serait beaucoup plus rentable que l'importation de combustible pour la cuisson, par exemple. Ça veut dire qu'ils avaient, à ce moment, favorisé l'importation de Nîmes et pour pouvoir commencer à préparer ces forêts écologiques. À cette même époque, l'armée avait commencé à recruter des agronomes et des techniciens agricoles dans son sein, pensant qu'elle pouvait jouer un rôle dans la régularisation et le contrôle de ces forêts énergétiques.
dans la formation des gens qui devaient non seulement mettre sur pied ces forêts, mais les utiliser, enfin, en bénéficier. Et les forêts écologiques rapportaient déjà, avant cette mise en place, ça rapportait déjà à l'économie haïtienne à peu près 8 millions de dollars l'an. Et la Shell est venue à cette époque avec le projet fallacieux de mettre sur pied les bictichéries et promouvoir l'utilisation du propane. Et l'État haïtien à cette époque a subventionné à hauteur de 18 millions de dollars la fabrication du propane et importé du gaz. Et nous sommes dépendants de ressources que nous n'avons pas à hauteur aujourd'hui d'à peu près 28 ou 30 millions de dollars l'an. Donc, ce qui représente un déficit, alors que l'industrie haïtienne bénéficiait, enfin, la communauté haïtienne bénéficiait d'un retour sur investissement d'à peu près 8 millions de dollars. Bénéficiait de retour sur investissement environ 8 millions de dollars. $8 million. Pardon. Je vous ferai remarquer aussi que la solution générale que propose l'International pour un apaisement social dans les circonstances et les situations dans lesquelles nous sommes, et c'est toujours, et la plupart du temps, la sous-traitance. Or, la sous-traitance ne nous a pas amené grand-chose jusqu'à présent. Il est vrai que nos sous-traitants eux-mêmes n'ont pas su utiliser la manne de l'époque, puisqu'ils n'ont pas construit d'écoles de formation pour qu'on sorte de la sous-traitance à des industries un petit peu plus évoluées et de notre niveau. Mais il faut qu'on admette que cette sous-traitance propose une main-d'œuvre non qualifiée qui sera entraînée à faire une seule opération, qui ne bénéficie d'aucune assistance en urbanisation pouvant lui permettre d'habiter, de loger près des industries. Il n'y a aucune prise en charge du secteur du transport pour lui faciliter le transport et son alimentation aussi. Il y a simplement un changement de statut d'un ouvrier agricole à un ouvrier textile. Et depuis les années 70, où nous avons commencé avec la sous-traitance, jusqu'à cette date, nous n'avons aucune retombée positive sur la population avec cette sous-traitance. L'armée, en contrepartie, offre la possibilité, et l'armée et la police, je veux dire, ils offrent une possibilité de travail rapide pour cette jeunesse en quête d'activité. Ils offrent des possibilités de formation et d'avancement social. Et ce que la sous-traitance n'a pas offert jusqu'à présent. Et ensuite, les revenus salariales de la sous-traitance sont de 6 à 85 gourdes par jour. Si nous enlevons le prix de la nourriture de l'employé qui est à peu près de 250 gourdes par jour, le prix du transport qui doit être l'équivalent de 250 gourdes par jour, il ne lui reste que très peu d'argent en main pour ramener chez lui. Donc, nous l'enlevons du stade où il n'avait pas de travail, où il cultivait de la patate, et nous l'amenons dans une structure et nous lui proposons un avenir meilleur en l'obligeant à changer de vêtements tous les jours, à s'acheter des souliers dont il n'avait pas besoin, donc à dépenser dans un système, et il revient chez lui avec l'incapacité de scolariser ses enfants du point de vue financier. Et les structures telles que l'armée et la police auraient dû pouvoir offrir mieux. Et normalement, à part d'assurer la protection de nos sites stratégiques, des antennes de communication, les entrepôts de pétrole, par exemple, les puits et les forages de la Camette qui sont en danger parce que les populations habitent et construisaient des toilettes tout autour. Donc, nos eaux sont polluées. Et toutes ces choses-là sont mises à mal par une mauvaise stratégie gouvernementale qui a donné le pas aux services de sécurité privée et pour surveiller et protéger ces sites-là. Alors que c'est un rôle dévolu à l'armée, le rôle de protection de ces sites. Et encore une fois, enfin, les gens ont tendance à penser et à percevoir, quand on parle de l'armée,
ils ont tendance à percevoir l'armée avec des armes en main. Il faut parler de fusil, il faut parler de mitrailleuse, il faut parler de... L'armée, c'est ça, mais ce n'est pas seulement ça. L'armée, c'est la protection des forêts. L'armée, c'est l'aide à l'instruction. L'armée, ce sont des hôpitaux et pour la population. C'est un service médical d'urgence. L'armée, ce sont des interventions après les désastres. L'armée, c'est une formation citoyenne pour des jeunes et c'est une formation accélérée parce qu'en moins de 6 mois, l'individu que nous sortons de son lieu précaire, en 6 mois, nous en formons et nous le formons en tant que citoyen. Il devient conscient de son rôle comme citoyen, de ses obligations et il est informé, sinon conditionné à travailler au sein de la société. Il vous reste 2 minutes aussi. Si nous regardons tous ces aspects-là, tous ces aspects de rentabilité de l'armée, et que nous prenons en charge l'institution, que nous mettons des balises pour empêcher que les déviances se fassent comme avant, il est évident que et l'armée et la police sont des institutions rentables. Je voudrais souligner à votre attention aussi, avant de finir, que le manque de réflexion sur la prise en charge de ces institutions, ou le refus carrément de réfléchir sur leur prise en charge, c'est ce qui, jusqu'à présent, fait qu'elles ne sont pas complètement productives. J'ai écouté un chef de police, enfin un commandant de police, me dire que il y a des policiers qui travaillent à Pétionville qui veulent être transférés à Cité-Soleil. Il a conclu que c'est parce qu'il y avait plus de possibilités de magouille à Cité-Soleil. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Même si le policier, à première vue, pense la même chose, mais le policier qui est à Cité-Soleil paie son loyer à 60 000 goudes l'an. Il paie sa nourriture à 250 goudes par jour. Il n'est pas obligé de changer de vêtements tous les jours. Jusqu'à Pétionville, c'est 120 000 goudes son loyer. Il paie sa nourriture à 500 goudes. Il est obligé d'envoyer son uniforme au dry pour pouvoir rester à Pétionville. Donc, sans s'en rendre compte inconsciemment, il a des dépenses beaucoup plus élevées pour le même salaire à Pétionville qu'en ville. Et les loyers devraient être, il y aurait dû avoir des villages d'officiers, des constructions pour des policiers. On ne peut pas concevoir de mettre sur pied une force de police sans que les gens à côté ne puissent travailler sur un mode de vie pour que le policier accepte et ait envie de travailler dans une commune. Et c'est le rôle de la commune et des habitants de la commune. Je suis d'accord avec le DG Marian Lessol sur sa présentation. J'appuie complètement les propositions, mais je voudrais ajouter qu'il faut en parallèle un groupe qui réfléchisse sur l'amélioration du cadre de vie de ces policiers-là et de ces militaires pour que nous ayons des fonctionnaires qui prennent conscience de leur rôle de serviteur à la nation. Je vous remercie. Très bien. Merci, M. Ashley Larac, pour cette très enrichissante présentation et dont je fais un petit rappel. D'abord, je commence par la fin et vous avez mentionné qu'il y a globalement un manque de réflexion sur le rôle à accorder aux forces de sécurité et de protection du territoire en Haïti. Et c'est en lien à votre introduction qui suggère une forme de diabolisation, notamment de l'armée, parce que mal compris, parce que son rôle est mal défini. Donc, vous avez aussi souligné, et dans vos propos liminaires, le fait que nous alimentons, en tout cas la société alimente ses propres conditions d'insécurité. Et vous avez pris comme exemple l'abandon des enfants de rue, par exemple, et d'autres cas. Et aussi le fait que nous abandonnons l'environnement. Donc, votre thèse, c'est que l'armée peut jouer un rôle économique dans le développement du pays et en concentrant, par exemple, sur
la gestion et la protection de l'environnement et aussi dans la formation et notamment la formation des jeunes. Et les arguments que vous apportez pour soutenir cette thèse, c'est de dire que contrairement au modèle économique basé sur la sous-traitance et qui ne produit pas de richesse et qui ne protège pas nécessairement le pays, qui au contraire encourage la migration des populations vers les villes. Donc, le modèle permettrait de créer de la richesse, de protéger l'environnement, de contrôler ou de ralentir la migration de la population vers les villes et d'avoir une jeunesse mieux encadrée et mieux formée par l'armée. Voilà comment je résumerai votre présentation. Évidemment, la session des questions est ouverte. Je vois qu'il y en a pas mal dans le chat, donc je vais vous les lire rapidement. Donc, vous allez répondre voilà, en fonction de qui, de la personne à laquelle elle est adressée. Peut-être que je commencerai par ma propre question au DG André Sol. Vous avez souligné 4 dimensions de l'insécurité, mais vous avez mis l'accent notamment sur la dimension de sécurité publique. Et je voulais savoir si vous estimez que notamment la sécurité nationale, telle que vous l'avez définie, souveraineté du territoire et contrôle, est un contrôle ou si c'est parce que la sécurité publique est beaucoup plus urgente. Donc, cette question, M. André-Sol, est pour vous. Si vous publiez l'ensemble des questions, vous notez et comme ça, vous pouvez répondre d'une seule volée. Donc, première question ou commentaire, on n'a pas besoin de l'armée qui, en Haïti, est le symbole des coups d'État. Par contre, des unités, brigades spéciales, antiterroristes, comme en France, pourraient être formées. C'est un commentaire, M. Larac, vous pouvez peut-être commenter sur le commentaire. Et deuxième ayant intervenu, alors ça c'est un long texte, la prolifération des armes provenant des frontières des États-Unis, transitant par des pays tels que la Jamaïque, Saint-Domingue, et alimente l'insécurité. Mesures devraient être prises pour contrôler provenant des frontières des États-Unis. Je crois que cette question est adressée à vous deux. Et deuxième question, quelles actions devraient être entreprises pour renforcer la surveillance des frontières? Donc, la question de souveraineté que je soulevais tout à l'heure. Et comment l'armée haïtienne peut-elle contribuer à protéger les infrastructures, etc. Bon, je ne vais pas vous bombarder avec toutes les questions. Donc, je vous laisse répondre à celle-ci et j'enchaînerai avec les autres par la suite. Je voudrais que, au moins, vous formulez vos questions, vos deux questions là, sur la sécurité. Oui, alors vous avez, dans votre intervention, vous avez notamment, selon ma compréhension évidemment, insisté sur la sécurité nationale. Vous avez mentionné 4 dimensions. Et alors, vous avez insisté sur la sécurité publique de préférence. Et je me demandais s'il ne se pose pas aussi un problème de sécurité nationale globalement, c'est-à-dire tel que vous l'avez précisé, souveraineté, contrôle du territoire, etc. Est-ce que les deux ne vous paraissent pas peut-être que je m'étais fait mal comprendre. J'avais dit que nous avons un problème de sécurité publique sur laquelle est venu se greffer un problème de sécurité nationale. Donc, j'avais décliné les 3 champs de la sécurité et j'avais parlé de sécurité nationale, de sécurité publique, de sécurité humaine et de sécurité sociétale. Donc, j'ai dit, bon, on va considérer les 2 aspects, sécurité publique et sécurité nationale, parce que notre problème, justement, nos problèmes de sécurité relèvent de ces deux champs de sécurité. C'est-à-dire, oui, le problème de sécurité, c'est un problème de sécurité nationale dans la mesure où nous faisons face aujourd'hui à des menaces militaires, c'est-à-dire lorsqu'une partie du territoire est occupée, que ce soit par des étrangers ou par des nationaux, cela veut dire qu'à ce moment-là, il faut une entité, une institution, des hommes entraînés à cet effet pour pouvoir les déloger et permettre à l'État de reconquérir ces parties qui sont sous contrôle des gangs ou bien de ces individus-là. Donc, c'est un problème de sécurité nationale et ces problèmes-là doivent être adressés
pas une force de défense, ce sont des menaces au niveau de défense. Et donc, quand on parle de défense, on parle des militaires, on parle de l'armée. Donc, est-ce qu'on peut demander à la police qui a été formée pour faire face aux problèmes de sécurité publique, justement, de résoudre les problèmes de sécurité nationale? C'est ce qui explique pourquoi, à chaque fois, les opérations ne peuvent pas aboutir parce que la police n'a jamais été trainée pour ça. Donc, l'idée, on avait, par exemple, l'idée c'était de former des policiers, de les entraîner, comme nous avons cette force-là qui peut intervenir sur le terrain. Donc, à ce moment-là, on a informé en ce sens des policiers. Mais jusqu'à présent, ça ne donne pas les résultats escomptés. Parce que lorsque vous attaquez, par exemple, vous décidez de mener une opération dans le fief et le gang armé, il faut, si vous arrivez justement à les déloger, il faut consolider cet espace. Donc, on voit souvent, à chaque opération, ou bien pendant 2, 3, 4, 5 ans d'opération, la police se retire. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas fini. Donc, alors qu'avec l'armée, l'approche serait différente. Avec une armée, avec les militaires, l'approche serait différente. Donc, on a un problème de sécurité publique sur laquelle est venu se greffer un problème de sécurité nationale. Les autres champs de sécurité humaine qui parlent des menaces non militaires et non criminelles, ils sont aussi importants. La mesure où ils parlent de violation massive des droits humains, des inégalités sociales, tout ça. Donc, ils sont aussi importants, mais moi, j'avais considéré dans mon exposé seulement l'aspect, la dimension nationale et publique. Donc, c'était là votre question. Merci beaucoup, M. Adressol. J'avais raté. Il y avait une deuxième question. D'accord. Donc, la deuxième question, c'était quoi? Les autres questions, vous vous en souvenez? Non. D'accord, je les reprends. Donc, la première, c'est un commentaire, je crois, qui est adressé à M. Larac. Donc, précisant que, voilà, et je résume, et qu'il ne faudrait pas que l'armée soit une armée de coup d'État, mais que, voilà, une autre type d'armée. Alors, c'est une question très longue, je résume tout simplement l'idée du propos. C'est pour ça que j'hésite un peu. Alors, vous permettez que je réponde? Oui, oui, bien sûr. Il ne faut pas que les gens se trompent ou errent dans leur réflexion. Quand nous parlons d'institution, la justice est une institution. Mais est-ce que parce qu'il y a des juges corrompus ou d'autres choses de ce genre, et la justice doit être complètement bannie du paysage haïtien? Non. L'armée, je suis moi-même victime de l'armée. J'ai été incarcéré d'août 78 à décembre 78, et je suis le dernier prisonnier des cachots de Fort Dimanche. Donc, je ne peux pas ne pas avoir de ressenti par rapport aux déviances de l'armée. Et je suis le premier à en avoir. Mais je dois reconnaître aussi que l'armée est une institution qui peut aider à développer le pays. Nous ne sommes plus à l'heure des autoflagellations. Nous avons perdu déjà trop de temps à nous accuser l'un l'autre pour des méfaits. Nous avons commis des erreurs dans l'histoire. Il faut que ces erreurs deviennent des acquis. Ce sont des butins de guerre, ces erreurs. Nous devons pouvoir les corriger avec les lois ou des mesures pour prévenir ce genre de choses. Je vous ferai remarquer aussi que le Mexique interdit à tout militaire de briguer des fonctions politiques ou de prétendre même à des fonctions politiques. Donc, ils ont résolu le problème des coups d'État ou des militaires prétendant et s'inscrire en politique après un certain temps. Donc, pourquoi pas une mesure comme ça en Haïti? Et il y a énormément de choses qui peuvent être faites dans ce sens. Mais l'institution en elle-même ne représente pas, et en aucun cas ne saurait représenter ce que des dirigeants déviants, comme le prête à dire le colonel Rébu, en ont fait pendant un certain temps. Il faudrait que nous fassions le choix d'une société ici. Il faut que nous ayons un projet. Et dans ce projet, il faut compter avec l'armée pour pouvoir former les jeunes. Il n'y a rien de plus prometteur qu'une armée pour former, pour encadrer une jeunesse.
Même les pays les plus développés ont recours à cette méthode. La France, là, en Martinique, a un centre qu'on appelle le CNO ou quelque chose comme ça. C'est le centre de formation pour les enfants en échec scolaire ou en difficulté sociale. Il est convenu, il est établi que ce genre de formation rapide est la meilleure méthode pour pouvoir recadrer les enfants qui auraient tendance à la déviance. Quand nous regardons nos jeunes des gangs, regardez leurs photos. Monsieur Larac, on a beaucoup de questions pour vous. Je ne suis même pas sûr qu'on pourra les prendre toutes, mais c'est des questions toutes intéressantes. Bon, le panel a motivé. Donc, si vous pourriez synthétiser, s'il vous plaît, comme ça nous permettrait de prendre beaucoup plus de questions. L'armée sera, pour conclure, l'armée sera celle que nous voulons en tant que société. Elle ne doit plus être celle qu'elle était, elle doit être modernisée et devenir celle que la société veut. Et c'est sur ça que je conclurai. Très bien. Alors, l'autre question, c'est une question rapide. Donc, qui dit les armes circulent via les frontières et des États-Unis et un peu partout dans la Caraïbe. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire le trafic d'armes provenant de cet endroit-là? La question est adressée à vous deux. C'est une question surtout à M. André Sol, qui a l'expertise. D'accord. On se plaît à dire ici en Haïti que des armes proviennent des États-Unis et que les États-Unis pouvaient faire quelque chose et autres. Mais vous avez vous-même, quand je dis vous-même, nous avons un pays qui a des frontières. Donc c'est à nous de contrôler nos frontières avant de penser à ce que les autres viennent nous aider. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est justement créer des institutions pour pouvoir ou bien renforcer les institutions qui sont déjà proposées à ça, pour pouvoir combattre la contrebande. Donc, on parle de contrebande des armes et qui arrive soit par bateau dans les ports, mais les armes passent aussi par d'autres endroits, proviennent aussi d'autres endroits. Bon, on va pas besoin d'entrer dans les détails ici, mais moi je pense qu'il faut renforcer justement ou bien moderniser nos structures de lutte contre la contrebande et pour pouvoir justement empêcher à ce que ces armes arrivent en Haïti. Donc on ne peut pas demander aux pays, aux États-Unis ou bien à d'autres pays, de nous aider à combattre la contrebande qui se fait chez nous. Donc, il faudra justement d'abord que nous-mêmes, nous établissions les balises, que nous protégeons contre la venue de ces armes. C'est justement parce que nous sommes faibles à ce niveau que les armes puissent rentrer, sortir d'autres pays pour rentrer en Haïti. Donc, s'il y a demande d'entrée à un certain niveau, soit, mais toujours est-il que nous devons faire l'effort. Parce que nous, Haïtiens, très souvent, nous pensons toujours à ce que les autres viennent nous aider et dans nos déboires. C'est nous qui avons créé le chaos. C'est nous qui ne respectons ni les lois, ni la Constitution, ni les normes, ni les principes. Donc, il faut justement entrer dans une phase où nous établissons les balises, les procédures, les lois sont écrites. Donc, à ce moment-là, nous devons justement les respecter. Et je m'adresse ici aux autorités de mon pays, qui est très souvent, aux politiques surtout, très souvent, ce sont les premières, je parle d'autorité, à violer les lois, à ignorer les lois, à ignorer ou bien la Constitution. Maintenant, nous sommes arrivés à un stade où, justement, nous devons reconcevoir notre façon de gouverner, notre façon de faire de la politique. Donc, nous avons des frontières qu'il faut surveiller. Il y a des entités justement préposées à cela. Vous avez les frontières maritimes, vous avez au moins des gardes-côtes, vous avez au moins, il y a des autorités portuaires au niveau du port. Donc, nous avons des frontières terrestres. Et il faut justement créer des institutions, si elles n'existent pas, les renforcer si elles existent, les renforcer, les moderniser de façon à ce que nous protégeons nos frontières. Donc,
nous devons prendre ces dispositions-là et il va de notre survie en tant que pays, en tant que peuple. Très bien. Merci, M. André-Sol. Donc, une dernière question pour clore le panel. Alors, ces deux questions, je vais les fusionner. Et donc, la première question porte sur les réserves de l'international sur la remobilisation de l'armée. Et il voudrait savoir pourquoi ces réserves et est-ce que cela constituera un frein et à un support et au développement notamment de l'armée. Et l'autre question, qui est complémentaire à la précédente, et quel serait l'effectif optimum pour une armée fonctionnelle en Haïti? Voilà. Bon. Je vais répondre à la première. Donc, il y a effectivement réserve et réticence de la police et de la communauté internationale à vouloir, disons, considérer l'armée comme effectivement une entité fonctionnelle. Donc, l'armée a un passif, c'est-à-dire, on connaît l'histoire. Donc, effectivement, il y a eu des problèmes dans le temps, 94, 95, c'est ce qui nous a amené aujourd'hui à cette situation-là. Donc, par un tour de passe-passe, l'armée a été mise à l'écart et l'armée a toujours existé au niveau de la Constitution. Donc, cette réticence s'explique à cause du fait que, selon moi, il y avait une loi qui a été votée dans les années 92, 93, 94 à cause du coup d'État. Et dans cette loi, il est effectivement fait mention des forces armées d'Haïti, mais pas, c'est-à-dire, c'est comme si nous dit nous on va faire affaire avec forces armées d'Haïti. C'est non, c'est le nom. Ce que nous devons comprendre nous-mêmes, c'est-à-dire en tant qu'Haïtiens, et puisque le nom des forces armées d'Haïti pose problème, on n'a pas imposé pour nous avons l'armée, non. Mais les forces armées d'Haïti, il est difficile justement pour au moins s'ils avaient acheté équipement pour lui au niveau international, parce que ce sera au nom des forces armées d'Haïti. Cette loi a été votée au Congrès et ça existe. Donc, cette loi empêche justement aux Américains de traiter avec une armée d'Haïti. Mais si par contre, vous changez le nom probablement, c'est sûr que ça va changer. C'est ce qui explique, selon moi, à mon avis, et à mon avis, et ces réserves-là. Donc, pour l'effectif d'une armée, donc, écoutez, là, en République dominicaine, à côté, là, moi, je pense que la police a plus de 60 000 et membres. Donc, sans compter l'armée et d'autres services, le service d'intelligence et autres, garde contre drogue, bon, ils sont vraiment bien, ils se sont pas arrangés pour protéger leur territoire. Maintenant, vous avez seulement 15 millions, et 15 000, près de 15 000, pas 15 000, près de 15 000 policiers pour un territoire de 27 000 km². Il y a 12% de ce territoire, jusqu'à 13% qui ne sont pas couverts par une présence, qui ne bénéficient pas d'une présence de la police. Cela veut dire que depuis 1995, on a traîné une boulette ça, depuis les disparaître, chef section, là où c'est toute structure dans la section communale qui était premier, qui était capable d'adresser des problèmes de sécurité, ou pas existent encore. Donc, ça veut dire que le territoire, ça va couvrir au dia. Il va jusqu'à présent, va couvrir. L'on fait élection, même si on a fait élection, même des noms et chef de police. Par exemple, on côté là, 4e ou 5e section communale quartier, qui est le pays pourri ou bien Marozo, son paquet, tout le monde peut au moins, si on voit au moins 2-3 jours à l'avance, pour au moins au cas là, pour capable sécuriser le vote. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, nous avons un problème. Nous gagnons justement, ça fait notre traîner problème jusqu'à présent, parce que depuis 1995, nous mal partis avec le de police là. Nous retirons l'armée et puis nous prenons un paquet de garçons pour nous combler vite là. Police, nous fait la police. Or, nous avons une police qui n'est pas adaptée à la réalité pas nous. C'est nous demander, nous d'écraser l'armée, nous police. Nous venons pour nous, nous montrons police. Pas de même des haïtiens dans la communauté qui a dit mais qui style police nous besoin dans le pays noir. Mais blanc, bon, ça le comprend. Donc, je dis à ça pour tout problème ça qui va après 27 ans, 28 ans, pour traîner tout problème ça, problème d'urgence. Donc, ça veut dire, je dis à pour gagner une force qui était au moins souterrain, il faut son poste qui a dépassé au moins pour pas le déployer au même chien.
pour déployer dans le cadre de la force de police. Donc, au moins dans 4 ou 5 départements stratégiques, ça le monde va là et il y aura des tâches pour l'affecter avec lui. Donc, par exemple, tâches de la protection des frontières pour lutter contre la contrebande frontière. Mais je dis là, 380 km de frontières, de Darbonne jusqu'à Ansapit, ou 4 seulement pour officiels, et puis tout le reste, ça n'est pas soi. Nous ne pouvons pas beaucoup de monde ne va pas contrôler la contrebande là. Ou pas prendre mesure pour ça. Donc, ça veut dire que pour là, on l'a parlé pour là, ça veut dire que nous avons avec 8 000 personnes. Mais je dis avec augmentation de la population, et puis avec jusqu'à présent des espaces qui va faire pour là, ça veut dire que la balance dans 20 000, 15 000 personnes. Pour moi, nous avons besoin effectivement comme ça d'utiliser de façon à ce que non seulement participer dans la politique de sécurité, nous défendre le territoire. Parce que je dis à nous avons un territoire pour nous défendre, nous avons une population pour nous sécuriser. Donc, je dis ça veut dire pas qu'à dans une seule institution qui est la police, mais tout le bagage en même temps. C'est ça qui fait bandit à l'aise, qui fait n'importe quoi. Vous avez un ajout? On vient de me signaler qu'il nous reste 3 minutes. Alors, 2 minutes. Très bien. Vous pouvez faire un ajout? Oui, je vais compléter ce que Jean-Dressol a dit, si vous le permettez. Pour l'histoire, il y a eu, en 1995, quand les troupes américaines sont rentrées et ont démis l'armée, il y a eu, le projet était de faire un vetting sur les forces armées d'Haïti et de sélectionner les officiers qui étaient sains et capables et qui avaient les compétences nécessaires pour refaire une armée. Le colonel ou le général, je ne me souviens pas, qui était responsable de ce vetting à l'époque, quand il avait fini son travail et qu'il avait sélectionné 1500 officiers haïtiens et quand il s'est rendu à l'ambassade américaine pour soumettre son rapport et pour que on commence la réhabilitation de l'armée avec des officiers sélectionnés, eh bien, M. Clinton, à l'époque, et M. Aristide, très probablement, avaient d'autres projets pour cette armée et se sont opposés à la remise au pied de l'armée d'Haïti. Ce que le Jean-Dressol dit est exact. La loi qui a été votée au Congrès américain s'appelle le Ley Law. Et normalement, pour contourner cette loi, il aurait simplement fallu que nous ayons des dirigeants avec les chines suffisamment solides pour qu'ils fassent une cour martiale et déterminent les officiers qui sont responsables de violation des droits humains ou pas. Puisque le Ley Law dit qu'on ne devait pas négocier, les États-Unis ne peuvent pas négocier avec les forces armées d'Haïti qui sont sur le coup d'une accusation de gross human rights violation. Suspicion of gross human rights violation. Il aurait simplement suffi une cour martiale déterminer les officiers qui ne sont pas indexés et de refaire les forces armées d'Haïti avec eux pour rétablir la collaboration et la coopération haïtiano-américaine pour l'armée. Ce qui n'a pas été fait parce que nous n'avons pas de gens avec le caractère pour ça. Très bien. Donc, je vous remercie. Donc, nous nous excusons auprès de l'assistance qui ont posé beaucoup de questions et malheureusement, nous ne pourrons pas y répondre toutes. Donc, voilà. Je vous remercie, M. Andressol et M. Larac, pour l'exposé et les éclaircissements et les éclairages que vous avez apportés aux différentes questions qui ont été posées. Donc, on retiendra que ce panel a permis une réflexion profonde sur la question de l'insécurité et aussi sur les forces de sécurité et de protection et avec des propositions concrètes et sur les différents scénarios de renforcement, de rétablissement de la sécurité, mais aussi de réhabilitation de l'armée et l'attribution de nouveaux rôles à cette force en reconstruction. Encore une fois, merci et bonne continuation pour la suite du programme. Merci beaucoup. Monsieur Jasmin, vous avez... Merci beaucoup, Monsieur Benjamin. Et tous nos remerciements à Monsieur Andressol et Monsieur Larac. Ce panel 7 de nos forces de sécurité face aux gangs armés vient quelque part enrichir, renforcer, compléter
le panel 5 d'hier sur les forces de sécurité haïtiennes, capacité, limites et coopération internationale. Donc, un grand merci